L'invité de France Info ce matin est François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. Jean-Michel Apathy. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Le jour, la nuit, les week-ends, les députés travaillent trop. Tous le disent et bien sûr, celui qui le dit mieux que les autres, c'est Jean-Luc Mélenchon. On a connu des séances jusqu'à 5 heures du matin. Tout ça est totalement déraisonnable. Nous sommes excédés et pour certains d'entre nous épuisés. Ce n'est pas une vie normale que celle d'un parlementaire qui doit rester nuit et jour. Ici, excédé, épuisé, ce n'est pas une vie normale. Vous partagez le jugement de Jean-Luc Mélenchon qui date du 30 mai, il y a quelques jours déjà. En tout cas, je partage le souhait de beaucoup de députés d'avoir un ordre du jour qui soit plus raisonnable et plus organisé. Épuisé, excédé, dit-il. Vous constatez ça ? Vous savez comme moi que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui est toujours porté vers l'excès. Ah bon ? Donc moi, ce n'est pas cela que j'entends. D'ailleurs, je n'entends pas les députés se plaindre de trop travailler, parce que je vois bien qu'immédiatement, certains vont polémiquer. Ah, les députés ne veulent pas travailler. Certains disent on travaille trop. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un fonctionnement normal d'une assemblée, ni en France, ni dans d'autres pays d'Europe et du monde. Pourquoi ça se passe ? Il se passe que, moi j'ai dit, il faut mettre de l'ordre dans l'ordre du jour. Pourquoi mettre de l'ordre dans l'ordre du jour ? C'est parce qu'on n'a pas été assez réaliste, notamment du côté du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui définit prioritairement l'ordre du jour en France, le gouvernement n'a sur pas été assez l'inscription réaliste. des textes. Et sur l'inscription de textes qui ont un grand nombre d'articles. La loi logement, qui est actuellement en débat, 66 articles, 3000 amendements. Alors ça, les 3000 amendements, ce n'est pas le gouvernement qui en est responsable. Et donc, j'ai aussi dit aux groupes parlementaires, à chacun d'être raisonnable. Il n'y a pas besoin, pour améliorer cette loi, pour l'enrichir, de 3000 amendements. Mais là, il y a quand même... Parce que ça, c'est quand même une dérive qui est à l'œuvre maintenant depuis de nombreuses années en France. Le gouvernement le maîtrise depuis des années. Qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qu'il y a là aujourd'hui pour que ça se passe mal ? Pour qu'on entende des députés, vous dites les députés se plaignent pas, si, ils se plaignent, ils disent on en a marre de siéger le week-end, on est fatigué, on n'en peut plus, etc. Qu'est-ce qui se passe maintenant là ? Alors, ceux qui peuvent légitimement se plaindre, ce sont les fonctionnaires et les contractuels de l'Assemblée nationale et les collaborateurs des députés ou les collaborateurs des groupes qui en effet sont obligés de subir alors qu'eux, ils n'ont pas choisi. Alors que, si vous voulez, il y a un bras de fer, il faut bien le dire, entre le gouvernement, qui veut inscrire des textes, qui veut les faire passer, et c'est normal, c'est son travail, c'est sa mission. Trop de textes, trop de lois proposées par le gouvernement. Il y a un bras de fer avec les groupes, notamment d'opposition, qui déposent un très grand nombre d'amendements. Et donc, c'est une sorte de à qui cédera le premier sur l'ordre du jour. Ce n'est pas sain. Mais je l'ai dit aussi, dans tous les groupes parlementaires, sur la loi logement, 748 amendements issus du groupe majoritaire. Sur les 3000 amendements. Et c'est trop, évidemment. À un moment donné, on ne me fera pas croire, on n'expliquera pas aux Français qu'il y a 3000 sujets qui doivent être améliorés dans ce texte de loi. Sinon, on dit que les parlementaires sont des godillots, qu'ils ne servent à rien, que l'Assemblée est une chambre d'enregistrement. Il faut bien que les députés exercent leur pouvoir et fassent leur travail. C'est un des moyens de faire ce travail. Justement, il ne faudrait pas qu'on tombe dans une auto-caricature selon laquelle, finalement, le travail des députés, c'est de multiplier le nombre d'amendements. Je veux quand même juste vous donner un exemple qui me paraît assez éclairant. Actuellement, en Grande-Bretagne, est étudiée la loi pour la sortie de l'Union européenne. C'est le grand sujet en Grande-Bretagne, pour tout un mandat sans doute. Eh bien, 12 heures de débat sont prévues et 15 amendements. Voilà. Il y a un moment donné, il faut quand même que l'on regarde un peu comment fonctionnent d'autres parlements. Personne ne dira que la Grande-Bretagne n'est pas une démocratie parlementaire. Je pourrais vous donner un autre chiffre tout aussi éclairant. L'Allemagne, démocratie parlementaire, citée en exemple par tout le monde. Sur le dernier mandat, 4 ans de mandat, il y a eu 190 amendements examinés en séance plénière. En France, sur le dernier mandat, 5 ans, certes, 190 000 amendements examinés. Vous voyez bien qu'il y a une dérive en France sur le fait qu'on ne sait pas bien organiser nos débats. Et donc, moi, je souhaite que l'on réforme notre fonctionnement. Je le dis depuis longtemps, d'ailleurs. À une époque, ça n'intéressait pas grand monde. Mais maintenant que l'on est dans une forme de crise, eh bien, il y a une plus grande écoute sur le sujet. On va parler des réformes, peut-être, que vous préconisez pour changer cela. On va explorer aussi, peut-être, encore un petit peu les raisons pour lesquelles ça se passe. On peut noter que depuis qu'il est installé, ce gouvernement pense qu'avant lui, il n'y avait rien et qu'il faut faire des lois à propos de tout. Et on va le voir notamment avec c'est votre interprétation. On va le voir notamment avec les déclarations de Benjamin Griveaux, Christophe Castaner et le Premier ministre, s'il vous plaît, Édouard Philippe. Nos concitoyens ont dit il y a un an, dans le cadre de l'élection présidentielle, qu'ils avaient envie de tourner une page. Une page de
plusieurs décennies où il y a eu des immobilismes. Si chaque fois qu'on avait peur de quelque chose, on devait ne rien faire, en fait, je serais resté dans la majorité précédente. Vous avez un programme, maintenant il faut le mettre en œuvre. Et il faut que ça bouge. On sort de trop longtemps d'immobilisme, on sort de trop longtemps d'acceptation de situations qui n'étaient pas réparées, donc il faut y aller. Donc il faut y aller. Décennies d'immobilisme, rien n'a été fait avant nous. Ils ont un peu la grosse tête aussi au gouvernement peut-être. Et c'est peut-être pour ça que vous souffrez d'une avalanche de projets de loi. Non, que sur le fond de certaines politiques, des sujets aient été souvent reportés. Regardez la SNCF, vous la étiez réforme dans la majorité du train. Pendant 5 ans. Oui, mais je l'ai dit d'ailleurs. Vous n'avez rien fait alors? On a fait des choses, mais dans 424 lois vous avez voté. Vous savez ça? 80 lois par an. Il y a une différence entre le jugement politique sur le fond et la question de la forme, de la procédure, de la façon de travailler. Et là, malheureusement, nous vivons encore sur l'ancien système, puisqu'on n'a pas encore eu le temps, on n'a pas encore eu la possibilité de réformer la Constitution et de réformer les modes de fonctionnement du Parlement. D'accord. Alors, dernier argument, puis ensuite on va faire une pause, vous allez nous expliquer ce que, d'après vous, il faut changer. Dernier argument, on a noté quand même, puisque le travail parlementaire est très important, que le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, il ne fait pas que ça. Il fait autre chose. Et il fait quoi? Eh bien, il anime le parti majoritaire. C'est pas un problème, ça? Il vous manque pas un peu? La disponibilité de Christophe Castaner est-elle suffisante? Non, honnêtement, c'est vraiment pas du tout ça le problème. D'ailleurs, moi, je suis en échange régulier avec Christophe Castaner. Des relations avec un Parlement surchargé et patron du premier parti de France, ça ne pose aucun problème. Moi, je vous l'ai dit et je vous le redis. Le problème, au départ, du côté du gouvernement. Il y a un problème du côté du Parlement. Mais ça, c'est pas une faille du côté du gouvernement. Réalisme. Il y a une question de réalisme dans le nombre de textes que l'on met à l'ordre du jour. Sur la gestion, sinon l'année, en tout cas au moins une demi-année, de janvier à juillet, de mettre des textes de façon équilibrée sur l'année. Et c'est vrai que les 3 premiers mois de l'année, le gouvernement n'avait pas inscrit de textes importants. Et donc maintenant, il se retrouve à vouloir enchaîner des textes importants. Et puis du côté du Parlement, il y a quand même une dérive. 1000 amendements sur la loi Asile et Immigration, 2500 sur la loi Agriculture et Alimentation, 3000 amendements sur la loi Logement. On va voir comment là, il y a quelque chose avec lequel on ne peut pas continuer. Ce serait pas mieux s'il y avait un secrétaire d'État au Parlement qui ne ferait que ça? Pas mieux. C'est votre obsession. Et surtout, vous ne voulez pas répondre. Hein. Ce serait pas mieux? Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet de cette question-là. Ça ne changerait rien. C'est une question d'institution. Vous dites que c'est mal organisé et l'organisateur en chef, il n'est pas disponible à 100%. Moi, je pense qu'il y a un rapport chaque fois que j'ai besoin de lui, il est disponible. Bon, très bien. Vous restez avec nous, François de Rugy, 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. L'objectif de sortir du glyphosate n'est pas remis en cause une seule seconde. Nicolas Hulot ce matin sur France Inter, alors que cet objectif n'a finalement pas été inscrit dans la loi alimentation qui vient d'être votée à l'Assemblée. Le gouvernement préfère laisser le temps aux agriculteurs de trouver des solutions alternatives à ce pesticide. À quoi va ressembler l'hôpital de demain? Alors qu'Emmanuel Macron prépare sa réforme, eh bien France Info vous dévoile ce matin le rapport du Haut Conseil de l'assurance maladie, rapport qui préconise de redévelopper les hôpitaux de proximité. Il en faudrait 5 à 600, alors que la tendance actuelle est plutôt de fermer ces petites structures. Retour en prison pour Tariq Ramadan, entendu pour la première fois hier par les juges d'instruction. L'intellectuel musulman évite une nouvelle mise en examen. Il est visé par une 3e plainte pour viol. Et hier, il a reconnu cette fois avoir eu des relations sexuelles consentantes, a-t-il dit, avec la plaignante. Suite des quarts de finale cet après-midi à Roland-Garros. Rafael Nadal jouera contre l'Argentin Diego Schwartzmann. Chez les dames, Maria Sharapova sera contre l'Espagnole Muguruza. Et puis il y aura aussi la numéro 1 mondiale, Simona Halep, contre l'ex-numéro 1, l'Allemande Angélique Kerber. France Info. François de Rugy, président de l'Assemblée nationale et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Alors qu'est-ce qu'il faut changer pour que les députés travaillent mieux? Est-ce que vous demandez au gouvernement de différer certains projets de loi? Puisque visiblement c'est engorgé, embouteillé. L'enjeu, il n'est pas spécialement là à court terme. Là, on a pris des mesures. À mon initiative, la conférence des présidents, qui se réunit toutes les semaines, a pris un certain nombre de mesures. D'abord, de ne pas siéger les week-ends. Parce que siéger les samedis et le dimanche, honnêtement, je ne crois pas que ça donnait une très bonne image de l'Assemblée nationale. Vous ne siégerez plus le week-end? On ne siégera pas le week-end qui vient, ni le week-end suivant. Et moi, je souhaite qu'on ne siège plus le week-end. Ce n'est pas un fonctionnement normal de l'Assemblée nationale. Vous savez que dans le précédent mandat et dans les précédents mandats, on était sur 2, 3, 4, parfois 5 week-ends sur 5 ans. Oui. Parce qu'à titre exceptionnel, ça peut arriver. Et là, on en est déjà à 7 sur 3 mois. Mais donc, il y a quand même là quelque chose qui n'était pas normal. Ça ne va pas accélérer le travail parlementaire, ça, alors, hein?
Ça va plutôt contribuer à l'engorgement. J'ai aussi dit au groupe qu'il fallait que les uns et les autres fassent des efforts. Et Jean-Luc Mélenchon, vous parliez de lui tout à l'heure, a dit, suite à mon intervention hier à l'Assemblée nationale, nous sommes entre gens raisonnables. Je salue cette prise de position et cette attitude, et cela a été le cas. Et donc le prochain projet de loi, par exemple, sur la formation professionnelle, il sera examiné dans le cadre de la procédure du temps législatif programmé sur un volume de 30 heures. C'est déjà plus raisonnable. Les uns et les autres déposeront évidemment les amendements qu'ils voudront. Mais il y aura des milliers d'amendements, il y aura... Justement, ça va peut-être amener, le délai de dépôt d'amendements n'est pas encore clos, ça va peut-être amener là aussi à ce que chacun réfléchisse sur les dysfonctionnements. Et moi, j'ai souhaité aussi qu'on ait des débats qui soient un peu mieux séquencés, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on puisse se dire d'un commun accord, même si on n'est pas d'accord sur le fond, au moins sur la procédure, on dit tel sujet, lui, il va demander un débat important, eh bien, on prévoit qu'il soit tel jour à telle heure. Car ça, on peut le faire dans le règlement actuel. Et après, dans le futur, il y a des choses qu'il faudra réformer dans la Constitution, dans notre règlement, avoir un calendrier législatif prévisionnel sur 6 mois. Ouais. Je demande cela avec les députés, avec la très grande majorité de députés, depuis le mois de septembre dernier. Eh bien, cela permettrait de voir tout de suite si on va avoir des mois avec peu de textes, d'autres avec beaucoup de textes, si c'est déséquilibré, et ça permettrait d'équilibrer l'ordre du jour. Mais là, pour les 6 mois qui viennent, par exemple, vous ne savez pas quels projets de loi seront discutés ? À partir de la rentrée de septembre, non. Le gouvernement n'a absolument pas dit quels étaient les textes. Mais vous savez, c'est la Ve République. Mais non, pourquoi ? C'est la première fois qu'on entend bien sûr des gens rouspéter. Moi, je suis député depuis 11 ans. Donc je sais comment ça se passe. Je peux vous dire que la visibilité pour les députés, et donc aussi pour les citoyens qui veulent suivre, ou même pour les médias d'ailleurs, qui veulent suivre les débats parlementaires, la visibilité, elle est d'au maximum 1 mois. C'est-à-dire qu'on sait à peu près ce qui va passer à l'Assemblée nationale ou au Sénat dans le mois qui vient, et on ne voit pas au-delà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Moi, je suis journaliste depuis plus de 11 ans, et je n'ai jamais entendu les députés se plaindre comme ils se plaignaient là. Et quand je dis plus de 11 ans, je suis pudique. J'ai déjà entendu, moi, beaucoup de députés, de beaucoup de majorités ou de beaucoup d'oppositions dire que le gouvernement voulait inscrire trop de textes à l'ordre du jour, par exemple. Oui, on a entendu ce que vous reprochiez au groupe parlementaire, mais est-ce que vous avez dit au président de la République, ça serait bien de ralentir un peu, quoi ? Je crois que le sujet, on imagine sa réaction. Ce n'est pas de ralentir, parce que ça pourrait donner l'impression que finalement, on se coule dans le moule d'un système existant. Il y a 2 choses. 1, il faut faire des priorités, des hiérarchies. On ne peut pas avoir... parlé. J'en ai parlé, bien sûr, et au président de la République, et au Premier ministre, et au ministre des Relations avec le Parlement. Et ils vous ont répondu quoi ? Et je crois qu'il y a une prise de conscience par rapport à ce qui pouvait être le cas il y a quelques mois ou quelques semaines, sur le fait de hiérarchiser un peu plus. Et par ailleurs, surtout, de réformer notre système. Et ça, je dois vous dire qu'il y a quelques mois, quand moi je disais « Attention, si on ne réforme pas notre système, on va vers l'enlisement, on va vers un Parlement paralysé », eh bien, on me disait « Oh non, c'est peut-être pas la peine, il y a autre chose à faire ». Et là, maintenant, que ce soit du côté du gouvernement ou du côté même de l'opposition, beaucoup de gens prennent conscience qu'il faut absolument transformer notre Assemblée nationale. Et donc, pour en finir avec ce débat, vous pensez que la révision constitutionnelle qui s'annonce pourrait apporter un début de réponse à vos problèmes ? Je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, les textes, ils passent d'abord en commission, puis en séance. On a aussi 1000, 1500, 2000 amendements en commission. Là, par exemple, sur la loi formation professionnelle, déjà 300 amendements ont été adoptés en commission. À quoi bon refaire le débat en séance public ? Moi, je souhaite qu'un certain nombre de textes ne soient examinés qu'en commission, qu'ensuite il y ait le vote global sur l'ensemble du texte en séance plénière, ou alors qu'on dise sur un texte, il y a 3-4 articles très importants qui vont être examinés et en commission et en séance plénière, mais sinon le reste ne sera examiné qu'en commission, où on a un vrai travail législatif de plus grande qualité, avec des députés qui ont préparé leur travail longtemps à l'avance, et où on est beaucoup moins dans les postures politiciennes ou les coups d'éclat. Bon, donc on va regarder la révision constitutionnelle, et bonne nouvelle pour les députés, désormais ils auront donc leur week-end. Ceux qui nous écoutent, les députés, seront contents. Vous étiez à la réunion du groupe La République, des députés de La République En Marche hier, François de Rugy ? Oui. Vous avez lu Le Parisien ce matin ? Non. Alors, Le Parisien, je suis venu directement chez vous. Le Parisien ce matin signale que les députés étaient très fâchés contre le Premier ministre cette fois. Alors, c'est des citations anonymes, mais il y en a beaucoup. Ça commence à gueuler, dit l'un d'entre eux. Et à propos d'Édouard Philippe, il ne nous écoute pas, ça c'est un autre qui le dit. Il vient juste nous faire la leçon. Beaucoup de critiques contre Édouard Philippe, sa manière de gouverner, et puis surtout, ça penche trop à droite. C'est ça le papier que le Parisien publie ce matin. Alors, si vous faites pour nous le journaliste, vous confirmez ces tonalités-là de réunion de groupe ? Je suis un acteur politique, pas un commentateur. Ça s'est passé comme ça ?
La Réunion s'est passée comme ça? Non, pas en tout cas sur les citations là que vous venez de redonner. Ce que je peux vous dire, témoin oculaire. Non, mais moi vous le savez, je suis plutôt pour la transparence et pour qu'on dise les choses. Donc ça s'est mal passé la Réunion. Il y a eu des explications entre des députés, exprimant d'ailleurs des points de vue parfois différents, et le Premier ministre, puisqu'il était là, le ministre des Relations avec le Parlement. Non, c'était surtout sur les méthodes de travail. Mais ça penche trop à droite. Beaucoup sur les méthodes de travail. Ce que je vous ai dit avant, je peux vous dire que les députés de la majorité soutiennent à fond ce que je propose, parce que les députés de la majorité sont les premiers à dire il n'est pas question de se couler dans le moule actuel, il n'est pas question de se laisser aller à dire c'est comme ça et pas autrement, c'est normal, le Parlement dérive vers des débats qui n'en finissent pas et qui s'enlisent, où on examine des textes avec beaucoup d'amendements techniques, beaucoup d'articles techniques qui donnent lieu à beaucoup d'amendements techniques, qui font perdre de vue le sens politique que l'on veut donner à des réformes. Eh bien ça doit changer. Sur la critique, ça penche trop à droite, vous la partagez ? Non, parce que moi, je ne crois pas que, justement, ces catégories... On veut toujours faire re-rentrer la grille de lecture de la vie politique française. On veut de nouveau la faire re-rentrer dans le clivage gauche-droite. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. La réforme de la SNCF, certains vont vous dire « Ah, voilà une réforme de droite, de libéralisation ». D'autres pourraient vous dire « Mais c'est pour relancer le service public ferroviaire ». Et je suis de ceux-là. Je suis de ceux qui ont toujours pensé que dans notre pays, pour développer le service public ferroviaire, le nombre de lignes de train, eh bien, il fallait avoir plusieurs opérateurs et pas simplement la SNCF. Je peux vous donner un exemple. Une société française, Transdev, qui exploite des lignes en Allemagne. Elle a réussi à développer parfois la fréquentation de 500 à 20 000 passagers sur des petites lignes. Ça, c'est développer le service public par la concurrence. Vous regarderez, si vous ne l'avez pas déjà vu, le sondage IFOP fiducial que publie Paris Match, où les électeurs qui se disent à gauche sont de plus en plus mécontents de l'action du gouvernement, alors que les électeurs qui se disent à droite sont plutôt contents de l'action du gouvernement. Et c'est ce qui fait dire, par exemple, aux députés hier à la réunion de groupe, et puis c'est un sentiment général que ça penche trop à droite. Je sais pas... Vous pensez que les catégories n'existaient pas, mais visiblement, elles existent encore. Il faut être attentif à ce que pensent les électeurs. Ça, oui. Donc, est-ce que ça penche trop à droite? Certains électeurs le disent. Il ne faut pas changer de pied au gré des sondages, mais il faut toujours être à l'écoute. Et les sondages font partie des indicateurs qui permettent de saisir ce que pensent les Français et l'appréciation des Français. Je pense que sur l'aspect, si vous voulez, de solidarité, et de rénovation de notre système social pour qu'il soit plus efficace. Il y a une attente qui, pour l'instant, en effet, on va dire, ce sont des chantiers auxquels le gouvernement n'a pas encore commencé à s'attaquer. La loi sur la formation professionnelle, d'ailleurs, c'est une loi qui va permettre de donner des nouveaux droits aux salariés, aux chômeurs, qu'ils soient des salariés d'ailleurs ou qu'ils soient des indépendants, ce qui est une petite révolution. Eh bien, c'est une loi de solidarité plus efficace. Et donc, peut-être que cela modifiera l'appréciation de certains électeurs que vous avez cités tout à l'heure. Vous restez avec nous, 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Un temps moins orageux, si, mais à partir de mardi prochain. Par contre, ce sera plus frais côté température. Ce sont les prévisions de l'Observatoire français des orages. La nuit a encore été agitée avec près de 15 000 impacts de foudre relevés partout en France. 5 départements sont toujours en vigilance orange ce matin. La décrue s'est amorcée dans l'heure et il pleut toujours assez fortement en Poitou-Charentes. Il n'y a pas assez de candidats pour les concours de professeurs des écoles. C'est vrai notamment dans les académies de Créteil et de Versailles. Alors pour attirer de nouvelles vocations, le ministre de l'Éducation envisage très sérieusement de pré-recruter dès la licence. C'est ce que préconise un rapport de la Cour des comptes. La politique de la ville ou encore l'emploi des personnes handicapées. Édouard Philippe et son cabinet vont chercher en région les bonnes idées mises en pratique sur ces thèmes. Après le Lot en décembre et le Cher début mai, le Premier ministre s'installe donc ce soir pour 2 jours avec son cabinet à Toulouse. 75 morts et près de 200 disparus, c'est le bilan au Guatemala, 48 heures après l'éruption du volcan de feu. Les experts craignent de nouvelles coulées, mélange de boue, de cendres et de roches très chaudes. François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, est l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Reste-t-il en vous, François de Rugy, quelque chose de l'écologiste que vous avez été ? Ah oui, c'est au fondement de mon engagement depuis que je suis engagé en politique et même avant, puisque j'étais engagé dans une association de protection de l'environnement à Nantes. Alors je voudrais que nous écoutions ensemble Lambert Wilson, l'acteur Lambert Wilson, qui est engagé désormais aux côtés du WWF et qui parle d'un projet d'exploitation de mines d'or. C'est un projet encore, de mines d'or en Guyane, et c'est un consortium russo-canadien qui devrait le faire. Un désastre pour l'écologie, dit Lambert Wilson. Il était lundi l'invité de l'émission C'est à vous sur France 5. Quand on voit la dévastation éventuelle sur l'écosystème en Guyane, on se dit mais c'est vraiment n'importe quoi. Alors bien entendu, 750 emplois, on ne crache pas dessus, il faut respecter les gens de Guyane. Sauf que c'est complètement disproportionné par rapport
aux dégâts, surtout à très long terme. Vous êtes d'accord avec Lambert Wilson ? Je ne connais pas particulièrement ce projet en Guyane. J'ai eu l'occasion d'en parler avec des députés de Guyane qui sont partagés. Certains... Vous n'avez pas d'opinion sur... Ce que je sais, c'est qu'en Guyane... les écologistes sont... Je n'ai pas vu un écologiste dire c'est jouable. Hein. Tous disent que c'est un désastre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'orpaillage, c'est-à-dire la recherche clandestine d'or, qui fait énormément de dégâts. D'abord, qui est fondée sur une immigration clandestine pas du tout maîtrisée, mais en plus qui fait énormément de dégâts sur l'environnement, parce qu'on utilise du mercure, etc. Là, il y a un projet de mine d'or, on peut dire, même si ce n'est pas exactement comme cela que ça se passe. Moi, je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais projet. J'entends tout à fait, oui, je n'ignore pas les critiques environnementales qui sont faites. Elles ne vous paraissent pas fondées ? Ah si. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais attendez, monsieur Apathy, moi je ne suis pas ministre de l'écologie, je ne suis pas député de Guyane, je ne suis pas élu local en Guyane, et donc je pense que... Vous vous exprimez sur des dossiers qui sont... Avant de prendre une position vous vous exprimez pas que sur des dossiers de la Loire-Atlantique. Bien sûr, mais si j'avais à prendre une décision... sur ce projet, je me renseignerai quand même un peu avant sur les tenants et les aboutissants. Je pense en effet que c'est un projet, et j'en ai encore une fois parlé avec des députés de Guyane, parce que moi je suis à l'écoute des députés, au contact des députés, qui me disent en effet, soit certains sont pour, d'autres disent il faudrait se donner davantage de garanties, et d'autres sont contre. Et certains me disent d'ailleurs qu'ils craignent que ça devienne, comme sur d'autres sujets à d'autres endroits, et que là je connais bien, impossible de discuter entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Alors, on va juste écouter Emmanuel Macron qui, il y a quelques mois, disait l'essentiel, c'est l'emploi. On écoute le président de la République. C'est un projet qui, je le pense, sur ses fondamentaux, peut être bon pour la Guyane. Pourquoi ? Parce que je souhaite que la Guyane puisse réussir avec ses atouts. Et je ne suis pas pour mettre la Guyane sous une cloche. Voilà. Donc, quand on s'occupe d'écologie, on veut mettre la Guyane sous cloche. Il n'est pas très écolo, le président. Hein. Vous savez comme moi que la question développement économique contre écologie ou écologie contre développement économique, c'est une question qui revient sans cesse. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut dépasser cette opposition. Vous voyez, c'est un petit peu comme le dépassement de l'opposition gauche-droite. Je ne crois pas qu'il y ait de fatalité à dire c'est soit le développement économique, soit l'écologie. Après, il y a des moments où il faut faire des choix. Si vraiment il y a trop de dégâts avec ce projet, par exemple, sur l'environnement, mais il vaut mieux ne pas le faire. Et même si on doit se priver pour cela d'une ressource et en effet d'emploi, ne ridiculisez pas ou ne ricanez pas par rapport aux emplois en Guyane. Parce qu'il y a quelques semaines, vous m'auriez fait venir, vous m'avez dit qu'est-ce que vous répondez au mouvement social en Guyane, à l'aspiration des Guyanais à avoir un meilleur niveau de vie, à avoir davantage d'emplois. Je ricane pas. Mais j'ai lu les papiers, je sais pas, vous n'avez peut-être pas le temps de lire assez les journaux, moi je n'ai pas été en Guyane, hein, mais j'ai lu les papiers sur les désastres écologiques annoncés si le consortium russo-canadien se met à l'œuvre, quand même on se dit... La planète, il faut aussi la léguer à ceux qui suivent. En effet, si ces dégâts sont avérés, que le risque de dégâts est avéré, il vaut mieux ne pas faire ce projet. Moi, je le dis tranquillement, comme je l'ai dit dans d'autres domaines, mais je ne veux pas non plus qu'on dise une fois pour toutes, il faut toujours choisir entre l'économie et l'écologie. Moi, je crois que dans beaucoup de domaines, je pourrais vous donner l'exemple de l'automobile, par exemple, où on peut faire marcher main dans la main l'économie et l'écologie. Le président est-il écologiste ? Le président de la République, moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce n'est pas le même parcours que moi. Il n'a pas au fondement de son engagement l'écologie. Ça c'est évident. Il ne l'a jamais caché aux Français d'ailleurs. Mais pour autant, je constate qu'en tant que président de la République, déjà quand il était candidat d'ailleurs, il a pris un certain nombre d'engagements, notamment sur la lutte contre le dérèglement climatique. Et si on sort un peu du débat franco-français, moi, je suis au contact de présidents d'assemblée dans d'autres pays. Eh bien, partout dans les autres pays, on dit c'est Emmanuel Macron, le leader dans le monde, sur la scène internationale, notamment face à Donald Trump, sur la question du climat, comme d'ailleurs l'avait fait son prédécesseur sur ce point. Il y a une continuité depuis l'accord de Paris de 2015. Vous ne regrettez pas que l'interdiction du glyphosate n'ait pas été inscrite dans la loi la semaine dernière? Ça aurait été beaucoup plus simple. Je pense qu'en effet, il y aurait eu un message plus clair. On dit qu'on veut interdire le glyphosate, on fait une loi sur l'agriculture et l'alimentation, on le met dans la loi, c'est vrai que ça relève du bon sens pour beaucoup de Français. Pour autant, je ne mets pas non plus en doute, comme le font certains, qui sont tout le temps dans le procès d'intention, la parole et du président de la République, et du ministre de l'écologie, et du ministre de l'Agriculture, qui est de dire on va trouver le moyen, filière par filière, de sortir du glyphosate, parce que ça ne se fait pas de la même façon dans la vigne que dans les céréales, que dans d'autres cultures. Il y a des mesures alternatives.
alternatives aujourd'hui dans certains domaines, dans d'autres non. On le fait avec les agriculteurs. Parce que ceux qui disent il suffit d'une mesure et le débat est terminé se trompent profondément d'expérience. Je sais qu'il faut toujours regarder la mise en œuvre d'une mesure et pas simplement la mesure que l'on peut voter. Mais ça aurait été de bon sens et Nicolas Hulot n'en est pas fâché puisqu'il dit ce matin sur France Inter, je suis là. Pour le moyen et le long terme, oui, je reste au gouvernement. Très bien, Très bonne nouvelle. Merci beaucoup François de Rugy, très bonne journée. Merci.